de Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et du franco-béninois Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin. Nous avons, mesdames, messieurs, en direct depuis Dubaï, Moïse Kérékou. Il est le coordonnateur général de l'événement Mois de la diaspora africaine constructive. Nous allons le recevoir, le temps rapidement de changer de plateau. Moïse Kérékou, bonsoir. Bonsoir Charbel. La troisième édition du mois de la diaspora africaine constructive s'est tenue le 5 décembre dernier à Dubaï. De quoi était-il véritablement question à cette rencontre? Il était question d'échanger avec la diaspora sur leur contribution à la croissance économique et au développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas à notre première édition, ce n'est pas la première expérience. Nous avions déjà accumulé et acquis 3 années d'expérience. La première édition ainsi que la seconde édition se sont tenues respectivement à Lomé en 2018 et en 2019. Et la troisième édition vient un peu concrétiser tout ce que nous avions eu à dire, les promesses, les engagements que la diaspora africaine a eu à prendre envers l'Afrique. Nous avons eu maintenant à le concrétiser à travers donc la création d'un fonds d'investissement et de solidarité de la diaspora africaine. Amélioration du partenariat public et privé en Afrique pour le financement des projets de développement. C'est la thématique retenue à cette troisième édition du mois de la diaspora africaine constructive. Pourquoi cette thématique? Pourquoi cette thématique? Parce qu'elle est importante aujourd'hui. Vous savez que sur le marché financier international, nos États ont de la peine à mobiliser des financements privés en dehors des dettes. Nos États ont de la peine à mobiliser des ressources pour leurs projets d'infrastructure, leurs projets d'investissement public. Aujourd'hui, le besoin de l'Afrique en infrastructure, c'est de 100 milliards de dollars. L'Afrique arrive à peine à mobiliser 50 milliards de dollars. Donc, il y a un gap énorme qu'il faut combler et nous pensons que les partenariats publics-privés sont un outil moderne, puissant, sophistiqué qui permettront aux États africains de combler ces gaps-là et d'accélérer leur croissance. Et comment s'est véritablement passée cette rencontre? Cette rencontre a-t-elle vraiment été bénéfique pour l'Afrique? Et qu'est-ce que le continent a pu véritablement en tirer? Oui, cette rencontre a été bénéfique pour l'Afrique parce que, en plus de l'Afrique, de la diaspora africaine, nous avions associé les pays du Moyen-Orient. Vous savez que Dubaï, c'est une plateforme financière, économique et commerciale pour tous les pays du Moyen-Orient et du Golfe. Donc c'est un peu comme si on mettait 3 continents ensemble ou 3 sujets ensemble pour pouvoir juguler la pauvreté en Afrique. Ce que l'Afrique gagne par exemple, pour être plus concret, c'est que le fonds de départ de ce fonds d'investissement est évalué à 650 millions de dollars qui pourraient servir aussi bien pour des projets à fort potentiel d'emploi pour les jeunes start-up et les projets à fort potentiel d'investissement et à fort potentiel social pour juguler la pauvreté pour donc les États. Et vous avez aussi suivi l'annonce du Premier ministre de l'État virtuel de la diaspora, notre Premier ministre Louis-Georges Tine, qui a annoncé une ligne de crédit d'1 milliard de dollars pour l'État du Togo. Donc voilà concrètement les annonces qu'il y a eu au cours de cet événement grandiose. Vous avez parlé des pays africains de façon générale, vous avez parlé de la diaspora. Vous avez été spécifique pour le Togo qui a pu emporter plus d'1 million, sinon plus d'1 milliard. Mais le Bénin, notre pays, qu'a-t-il véritablement gagné au cours de cette rencontre internationale d'affaires?
Il faut dire que le mois de la diaspora africaine constructive est une initiative de la diaspora togolaise nord-américaine, c'est-à-dire vivant aux États-Unis et au Canada. Et donc, c'est pour cela que certainement l'annonce a été faite vers le Togo. Mais ce n'est pas... Le mois de la diaspora ne s'arrêtera pas seulement avec ce troisième événement. Je vous ai dit qu'on a déjà eu 2 événements précédents. Il y aura un 4e, un 5e et un 6e. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Aujourd'hui, nous avons le soutien des pays du Golfe, nous avions le soutien du quota financier international et, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, certainement, le Bénin aussi pourra bénéficier. Moi, je ne suis que le directeur général, mais je vous promets que j'exercerai mon influence et je mettrai mon poids pour que, aussi bien mon pays, l'État, que aussi les jeunes start-up, les jeunes qui ont un rêve, les jeunes qui veulent entreprendre au Bénin puissent bénéficier de cette manne financière de la diaspora africaine. Est-ce que l'État béninois s'intéresse de près à ce mois de la diaspora africaine constructive qui, apparemment, constitue un moyen pour l'État d'engranger suffisamment de sous pour ces projets infrastructurels notamment? Il faut déjà que les États comprennent. L'avantage de la diaspora africaine constructive, c'est qu'on veut joindre l'utile à l'agréable. On ne veut pas que ce soit seulement un événement festif, une rencontre d'échange, de retrouvailles, mais nous y apportons un contenu économique. La première édition a consacré la création de la société SEJ, qui est une société entièrement, un groupe entièrement détenu par des capitaux de la diaspora. La deuxième édition a consacré la création de la MSO, Maison du Savoir et des Opportunités, dont je suis le directeur général, et c'est son bras armé qui est le FISDA, le Fonds international et de solidarité de la diaspora africaine. Et cette troisième édition a consacré donc la création de SEJ Dubaï en tant que plateforme pour pouvoir mobiliser, canaliser et orienter ces fonds de la diaspora. Là, je voudrais vous rappeler que les transferts de fonds de la diaspora par année, c'est 65 milliards de dollars. Bien sûr, aujourd'hui, elles ont connu une baisse à cause du Covid, une baisse d'environ 18 milliards de dollars, mais c'est quand même consistant. Et notre objectif, c'est de pouvoir mobiliser, orienter et canaliser 1%, seulement 1% de ces fonds-là, vers des projets d'investissement structurants à fort potentiel social pour lutter contre la pauvreté et des projets, et bien sûr, des start-up des jeunes à fort potentiel d'emploi et de numérique. Donc, voilà l'idée derrière cela. Quand vous parlez d'Africains, on a tendance à penser aux Africains d'origine qui vivent et prospèrent en dehors du continent. Qu'est-ce que les Africains restés sur le continent y gagnent véritablement? Ce que les Africains y gagnent, c'est lorsqu'une partie de cette diaspora africaine, de nos frères qui sont outre-mer, envoient leurs fonds. On a parlé tout à l'heure de 65 milliards de dollars. C'est énorme, Charbel. Ça fait 100 fois l'aide au développement, ça fait 5 millions de fois ce que l'Europe a bénéficié après la Deuxième Guerre mondiale lors de la reconstruction et qu'on appelle le plan Marshall. Donc vous voyez, normalement, si ces fonds-là sont mobilisés, canalisés et orientés vers des projets porteurs, je pense que l'Afrique sera sauvée. On n'a plus besoin de s'endetter parce que nous avons suffisamment d'argent pour pouvoir juguler la pauvreté. C'est les mécanismes que nous sommes en train de chercher. Avec SEJ, la MSO, le FISTA, nous voulons mettre en place des mécanismes sophistiqués pour pouvoir donc canaliser et orienter ces fonds-là. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Tout début est difficile, mais je pense que nous y arriverons. Nous avons la volonté, nous sommes enthousiastes et avec beaucoup de foi et d'esprit de suite, nous sommes en train de construire un nouveau modèle de développement pour l'Afrique. Et c'est les jeunes Africains qui en bénéficieront, c'est les États qui en bénéficieront.
pour pouvoir conjuguer définitivement la pauvreté et la misère au passé. Merci. Le franco-béninois Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, était de la partie. Était-ce pour eux aussi des occasions d'obtenir des opportunités d'affaires? Quelle a été leur partition? C'était une très bonne caution morale pour eux. Je les remercie pour avoir cru en ce projet et je les remercie chacun pour leur apport. Vous savez, le président Obasanjo, c'est une figure internationale qu'on n'a plus besoin de présenter. Il a eu à montrer ses capacités lorsqu'il a été président en relançant le secteur économique au Nigeria, en faisant du secteur privé le moteur du développement. Quant à notre compatriote Lionel Zinsou, ancien Premier ministre, vous le savez bien, c'est un membre influent du BOTA financier international et à travers sa nouvelle banque, Southbridge, il est en train également de mettre en place des mécanismes toujours pour pouvoir mobiliser et orienter les fonds de la diaspora. Donc il a l'expérience. Et quand vous avez une figure politique et une figure économique, si je peux m'exprimer ainsi, à côté de vous, c'est l'assurance que vous êtes sur la bonne voie, et que votre vision est bonne et que vous allez passer à la réalisation. Donc je les remercie beaucoup pour leur entretien et pour leur soutien et je suis sûr que leur apport serait déterminant pour ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes au terme de l'entretien. Monsieur l'ambassadeur Moïse Kérékou, je vous laisse conclure. Je voudrais dire que nous devons avoir foi en nous-mêmes. Nous devons croire en nos propres forces. Nous devons finir avec cette hypothétique pensée qui nous nuit, qui nous ronge, qui laisse croire que l'aide au développement est la solution pour pouvoir régler nos problèmes. Il est temps que les Africains se prennent en charge. Je vous ai dit, c'est 65 milliards de dollars que la diaspora envoie chaque année en transfert de fonds. C'est 100 fois l'aide au développement, c'est 5 millions de fois le plan Marshall. Et donc, pour nous, il y a espoir et je voudrais demander le soutien de tous les Africains et de toute la diaspora africaine pour qu'on puisse réaliser ce rêve-là. Moïse Kérékou, je vous remercie.